Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal sur KMT-LCL FM+, et Canal Antilles, sur les réseaux Free, Orange, Numéricable, Bouygues SFR en France et dans ces régions ultra-périphériques. Voici quelques-uns des sujets que nous allons aborder ce soir. Serge Letchimy a décidé, pour défendre son honneur et son intégrité, de faire appel de la décision du tribunal correctionnel de Paris. La Caisse centrale de réassurance alerte sur le déficit structurel du régime d'indemnisation des catastrophes naturelles. Dans votre rubrique « Votre avis compte », ce soir, vous avez répondu à la question suivante. Que pensez-vous du système de santé en Martinique ? En fin de journal, retrouvez le savoir et réfléchir de Roland Laouché. Il s'intitule ce soir « Un pas de plus que Jules Ferry ». La pensée du jour, poursuivez l'argent et la sécurité et votre cœur ne se desserrera jamais. Les hot dogs, comme de nombreuses recettes contenant de la viande ultra transformée, ne sont pas bénéfiques pour la santé du cerveau, bien au contraire. De nombreuses études établissent un lien entre la consommation de viande ultra transformée et des effets négatifs sur la santé cognitive. Aujourd'hui, l'air est de qualité moyenne, il en sera sans doute de même demain. La Martinique reste placée jusqu'au samedi 21 février, demain donc en vigilance jaune pour vague submersion. Après presque 20 jours sans salaire, la situation se dénoue pour le personnel d'animation territoriale de Saint-Joseph, en droit de retrait depuis le mardi 11 février pour dénoncer des retards de paiement liés à un bug du logiciel national Helios. Les 80 employés ont obtenu gain de cause. Serge Letchimy a décidé, pour défendre son honneur et son intégrité, de faire appel de la décision du tribunal correctionnel de Paris qui l'a condamné à 18 mois de prison avec sursis, à 150 000 € d'amende et à 5 ans d'inéligibilité pour concussion et non pour détournement de fonds publics. Le tribunal lui reproche d'avoir perçu en 2016, dans le cadre de son départ à la retraite, des sommes qu'il savait ne pas lui être dues. Pour fêter ses 50 ans dans le monde de la musique, le Martiniquais Jean-Claude Nemro a choisi le Cabaret Sauvage à Paris. Il s'y produira le 21 février prochain. C'est un lieu à taille humaine, explique celui qui, avec Cassave, a l'habitude de se produire depuis plus de 4 décennies devant des milliers de spectateurs, en France comme à l'étranger. Le programme de la soirée, au cours de laquelle ne seront joués que ses propres morceaux, a été éprouvé dans les jardins de Lapalooza en novembre dernier. À son arrivée dans l'Hexagone en 1969, Jean-Claude Nemro a accompagné Eddie Mitchell, Michel Fugain et d'autres chanteurs de la variété française avant de devenir un pilier du zouk. Il a également participé aux albums de nombreux artistes africains grâce à sa capacité à trouver un jeu personnel qui s'adapte à la musique du continent noir et grâce à son sens du dialogue musical. Comme le Martiniquais Honoré Copette et le Guadeloupéen Jacob Desvarieux, Jean-Claude Nemro est un des rares artistes antillais à avoir multiplié les échanges avec ses homologues africains. Pourtant, l'artiste refuse toute lecture militante de ses collaborations, y compris celle au long cours avec la chanteuse sud-africaine Myriam Makeba, très engagée. Je me contentais d'être pianiste, assure-t-il. Si Cassave est célèbre du Sénégal à l'Angola en passant par Madagascar, Jean-Claude Nemro a un lien singulier avec le Cameroun. J'ai bossé avec pratiquement tous les artistes de ce pays, de la fin des années 70 aux années 90, à telle enseigne que les Camerounais pensent que je suis l'un des leurs. Ils sont très peu, à part les initiés, à savoir que je viens des Antilles, s'amuse-t-il. Le chanteur, qui s'est attaché pendant 50 ans à beaucoup faire pour les autres, compte néanmoins quelques albums personnels et des chansons qui ont marqué les esprits, Collés serrés, par exemple, ou En mouvement, intégrés avec le temps à la discographie de Cassave et dont il vient de finaliser un remix avec le chanteur antillais de reggae Strike Addy. Ce qui est important, c'est de faire aussi bien du studio que de la scène, précise le musicien formé au piano classique.
La Fédération française de football a décidé de placer sous tutelle les ligues antillaises. Elle assurera donc elle-même, jusqu'à nouvel ordre, les missions déléguées à ces territoires, qu'il s'agisse de la délivrance des licences ou de la gestion des compétitions et du CERFA, Centre élite des régions françaises d'Amérique. Le projet de loi de lutte contre la vie chère dans les Outre-mer sera examiné par le Parlement vers juin-juillet. Il doit encore être musclé, a précisé jeudi la ministre des Outre-mer, Naïma Moutchou. La Caisse centrale de réassurance alerte donc sur le déficit structurel du régime d'indemnisation des catastrophes naturelles. Ces dernières années, la CCR a remboursé annuellement en moyenne plus de 2,5 milliards d'euros contre 1,5 milliard il y a 10 ans. Il se trouve que la sinistralité est particulièrement importante dans les Outre-mer. La Martinique et la Guadeloupe, par exemple, sont fortement exposées aux aléas climatiques, cyclones, pluies intenses entraînant ruissellement et inondations, et érosion littorale due à la montée du niveau de la mer. Ce à quoi s'ajoute l'alternance des périodes de sécheresse et de fortes pluies qui provoquent des mouvements de sol. Or, tant le bâti que les infrastructures sont fragiles dans nos régions. La CCR prévoyant une augmentation de 40 à 60% des sommes qu'elle aurait à débourser d'ici 2050 à cause du changement climatique, le problème du financement durable du régime d'indemnisation se pose autant que celui de l'adaptation des bâtiments et infrastructures aux nouveaux défis climatiques. Hier, jeudi 19 février, le tribunal de commerce de Pointe-à-Pitre a examiné les offres de reprise d'Air Antilles placées en redressement judiciaire. La décision finale sera rendue le 5 mars prochain, le temps pour les investisseurs d'apporter les garanties exigées. La compagnie compte 117 salariés. Les agents de l'état civil de Fort-de-France ont exercé leur droit de retrait hier, jeudi 19 février, en cause le manque de personnel et des conditions de travail jugées intenables, alors que de nombreux départs à la retraite sont annoncés dans les prochains mois. En Corée du Nord, regarder des séries ou des films sud-coréens peut entraîner des sanctions extrêmement lourdes, allant jusqu'aux travaux forcés de longue durée et à la peine de mort, selon un rapport récent d'Amnesty International. D'après les témoignages de Nord-Coréens ayant fui le pays, la consommation de contenus culturels étrangers, surtout en provenance de Corée du Sud, est réprimée au nom d'une loi adoptée en 2020 contre les pensées et cultures réactionnaires. Ce texte prévoit pour le simple visionnage ou la détention de séries, films ou musiques sud-coréens des peines de 5 à 15 ans de travaux forcés dans des camps. En cas de diffusion à grande échelle ou d'organisation de séances de visionnage collective, les autorités peuvent aller jusqu'à prononcer la peine de mort. Amnesty International souligne que des exécutions pour ce motif avaient déjà été signalées avant même cette loi, ce qui montre la continuité d'une politique extrêmement répressive. Malgré ces risques, l'attrait pour les contenus venus du Sud reste fort. Des séries et films sont introduits clandestinement, notamment depuis la Chine, via des clés USB et autres supports, puis regardés sur des appareils hybrides. Les témoins évoquent une peur permanente, des descentes de police et des arrestations arbitraires. Une unité spécialisée surnommée Groupe 109 serait chargée de traquer ces contenus, fouilles de logements, contrôle de téléphone, confiscation, sans mandat formel. La corruption aggrave encore la situation. Certains agents exigeraient des pots de vin de plusieurs milliers de dollars pour éviter l'envoi en camp, ce qui condamne les familles les plus pauvres à des peines particulièrement lourdes. Le système de contrôle passe aussi par l'humiliation et la terreur publique. Des exécutions en public sont rapportées, parfois en présence d'élèves mineurs, amenés pour leur éducation idéologique. Dans les écoles, des séances de critique publique visent des jeunes accusés d'avoir regardé des contenus étrangers. Ils sont dénoncés et humiliés devant leurs camarades pendant des heures. Amnesty International demande ainsi l'abrogation de la loi de 2020, un moratoire sur la peine de mort et la fin de la criminalisation de l'accès à l'information afin que les Nord-Coréens ne risquent plus leur liberté ou leur vie pour avoir simplement regardé une série.
Au cours des contrôles mis en place durant le carnaval aux différents accès de Fort-de-France, 913 cagoules ont été retirées, 53 couteaux, 57 armes factices et 228 objets pouvant servir d'armes, ciseaux, tournevis, barres de fer ont été saisis, ainsi que 195 grammes de cannabis et 450 canettes et bouteilles d'alcool vendues illégalement. L'aéroport Martinique-Aimé Césaire enregistre une croissance soutenue du trafic passager grâce au retour des croisières tête de ligne et à de nouvelles liaisons aériennes, notamment avec le Québec, qui renforce son rôle de hub régional. Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, est en déplacement à La Réunion et à Mayotte depuis ce vendredi 20 février et jusqu'à lundi 23 février. La Fondation pour le logement des défavorisés a publié son rapport 2026. Selon la Fondation pour le logement des défavorisés, ex-Fondation Abbé Pierre, plus de 700 000 personnes sont mal logées dans les DROM et environ 8 000 vivent sans domicile. En Martinique, 16% des logements sont vétustes, dont 4% très dégradés. Ce sont ainsi 24 500 logements qui n'offrent pas à leurs occupants des conditions de vie satisfaisantes. Les rapporteurs pointent les difficultés spécifiques d'accès au logement dans les Outre-mer, dues à l'insularité, aux contraintes topographiques et aux risques naturels qui renchérissent le coût de la construction. Ce à quoi s'ajoute le développement des meublés touristiques qui diminue d'autant l'accès au logement pour la population locale. Ils s'interrogent donc, l'égalité républicaine peut-elle rester crédible si les conditions d'habitat demeurent aussi inégalitaires ? Le 2 février dernier, un agent d'entretien d'espace vert âgé de 45 ans a été mordu par un trigonocéphale, serpent endémique de Martinique. Rapidement pris en charge, l'homme n'a malheureusement pas survécu aux effets du venin. Cela faisait 20 ans que quelqu'un n'était pas mort par envenimation en Martinique. Le ministre de l'Intérieur et la ministre des Outre-mer ont été chargés par le président de la République, Emmanuel Macron, de préparer un plan renforcé de lutte contre le narcotrafic pour les Antilles-Guyane. Le renforcement des moyens et une meilleure coordination des services devraient en être les axes principaux. C'est un fait, les migrations augmentent dans le monde et elles vont dans des directions diverses, mais contrairement à une idée reçue, les chiffres montrent que la migration en provenance d'Afrique augmente moins vite que l'ensemble des migrations internationales. À l'échelle mondiale, on comptait environ 304 millions de migrants internationaux en 2024. Les Africains représentaient environ 15% de ce total. Mais il faut noter que la majorité des migrations africaines ont lieu à l'intérieur du continent. Ainsi, en 2024, si 21 millions d'Africains vivaient en dehors du continent, environ 25 millions vivaient dans un pays africain autre que celui de leur naissance ou dont ils possédaient la nationalité. Les déplacements à l'intérieur de l'Afrique sont en effet souvent moins coûteux et plus sûrs que les voyages vers d'autres continents où les visas sont d'ailleurs la plupart du temps refusés aux Africains. Il faut savoir par ailleurs qu'en Afrique, comme à l'échelle mondiale, la migration volontaire reste dominante. Sur près de 46 millions de migrants africains dans le monde, Europe comprise, les réfugiés et demandeurs d'asile sont un peu plus de 12 millions, un tiers donc. Mais il est vrai qu'en Afrique comme ailleurs, les guerres et la violence contraignent de plus en plus de personnes à partir. À la fin de l'année 2024, c'était le cas de plus de 120 millions de personnes dans le monde. Toutefois, 60% d'entre elles n'ont jamais quitté leur propre pays. Et c'est particulièrement le cas sur le continent africain qui compte près de la moitié de l'ensemble des déplacés internes dans le monde. Le Soudan et la République démocratique du Congo représentant à eux seuls près de 80% des déplacements internes en Afrique. Et même lorsque les Africains franchissent des frontières pour chercher une protection, ils restent généralement proches de leur pays d'origine. Ainsi, en 2024, près de 87% des 12 200 000 réfugiés et demandeurs d'asile africains dans le monde vivaient sur le continent africain. Ce sont donc les pays africains voisins
souvent eux-mêmes confrontés à la pauvreté, à l'instabilité, et qui sont en général à la fois pays d'origine et de destination des personnes déplacées de force, qui assument l'essentiel de la responsabilité de l'accueil des populations déplacées. Même en tenant compte des scénarios futurs de déplacement liés à la crise climatique, la Banque mondiale estime que les personnes concernées resteront dans les régions voisines de la leur. En Haïti, le mandat du Conseil présidentiel de transition est arrivé à son terme et les prochaines élections ne sont toujours pas planifiées. Une incertitude institutionnelle qui vient s'ajouter à une situation sécuritaire, sociale, sanitaire et économique, voire politique déjà catastrophique. Des visites guidées du Fort Saint-Louis à Fort-de-France sont programmées dès ce 20 février. L'occasion de découvrir l'histoire du site et son rôle dans la défense maritime de la Martinique. La Fondation Sphère donnera une représentation exceptionnelle de l'opéra Ragtime Trimonisha, composé par Scott Joplin. Ce sera le samedi 28 février à 19h30 à Tropicatrium. Retrouvez maintenant votre rubrique Votre avis compte. Ce soir, vous avez répondu à la question suivante. Que pensez-vous du système de santé en Martinique ? Que pensez-vous du système de santé en Martinique? Je trouve qu'au niveau des rendez-vous, c'est assez long. C'est vrai que si c'est urgent, du coup, il faut que le corps ait le temps d'attendre. Voilà. C'est ça, au niveau vraiment. Après, au niveau service, j'ai fait que des petites analyses, ça s'est bien passé. Prise de sang, etc. Ça, le service a été très bien, très professionnel. C'est vraiment au niveau du temps de délai qu'il ne faut pas que ça aille trop urgent. On a quand même la chance d'avoir un système qui couvre nos dépenses. On dégaine simplement une carte vitale et ça fonctionne. Bon, ça a l'air de moins fonctionner qu'auparavant quand on écoute les plus anciens. Moi, je suis assez jeune, donc je peux pas trop comparer avec il y a 30 ans, mais voilà, c'est un avantage que la plupart des pays du monde n'ont pas. Nul. Le temps qu'on attend pour avoir un spécialiste. Tout à fait ça. Ouais. Et quand vous avez un petit médecin, vous allez le voir, il vous dit bon, demain ou après-demain. Mais quand vous avez ces médecins qui sont sur Clicodoc, que je ne dis pas de bêtises contre Clicodoc, mais on vous donne 15 jours. Voilà. Ah, c'est déplorable. Pourquoi? Parce que pour avoir un rendez-vous, c'est des mois et des mois. En plus, lorsqu'on a un problème, lorsqu'on a un parent, ou même soit même en urgence, le personnel est débordé, donc ce sont les patients qui subissent. Hein. Que pensez-vous du système de santé en Martinique? C'est pas tellement valable. La santé, ça se dégrade de plus en plus. Ouais. Je pense qu'on n'est pas bien suivi en Martinique. Côté santé, vraiment, c'est compliqué. Voilà. Même même pour les médecins, on prend un rendez-vous, c'est loin. Voilà. C'est pas trop mauvais. Pas trop mauvais, ça va? Non. Rien ne vous dérange? Non. Pourquoi? Pour le moment, moi, ça se passe bien. J'ai pris un rendez-vous chez l'ophtalmologue. J'ai eu mon rendez-vous assez rapidement, justement. C'est là que j'y vais. Passons au savoir et réfléchir de Roland Laouché. Il s'intitule ce soir « Un pas de plus que Jules Ferry ». L'homme avec un grand H, est généreux. Et c'est la chance de la nature, car si ce n'était pas le cas,
il passerait son temps à lui faire la guerre. En effet, si on la laissait faire, la nature, l'homme vivrait 2 fois moins longtemps qu'il ne vit aujourd'hui, et d'ailleurs, il y aurait infiniment moins d'êtres humains qu'il y en a aujourd'hui sur Terre, à cause des microbes, des bactéries, des poisons de toutes sortes, cachés parfois dans les plantes et ailleurs. Parfois, abandonnant sa naturelle hypocrisie, la nature s'en prend directement à l'homme. Ses armes alors s'appellent tremblements de terre, cyclones, ouragans et tout le reste, canicules, inondations, etc. Mais donc, prenons prétexte de quelques-unes de ces rares qualités, au lieu de faire la guerre à la nature, l'homme se donne souvent pour mission de la protéger, de l'aimer, de faire en sorte que son naturel hostile se civilise un peu. Disons qu'il oublie les piquants de la rose pour ne plus en voir que les pétales. Soit. Ou plutôt, pas soit du tout. Pas soit du tout, parce que la nature est également la chose la plus injuste qui soit. Dis-moi, maman, pourquoi veux-tu que je t'aime alors que tu m'as fait laid et pauvre, alors que la maman de Gontran l'a fait beau et riche? Et c'est vrai, c'est la plus grande ignominie dont on peut accuser la nature. Destino fatal que la vida me trazó al nacer, que mi alma no supo comprender, dit la chanson. Destin fatal que la vie m'a tracé dès la naissance et que mon âme n'arrive pas à comprendre. Et c'est vrai que c'est depuis la naissance de l'être humain, et même avant, que la nature est ignoble avec lui, parce qu'elle s'évertue à mettre en place de dramatiques inégalités. N'être laide ou laid, ce n'est pas n'être belle ou beau, et n'être handicapé, ce n'est pas n'être sain de corps et d'esprit. Mais ce n'est pas de cette injustice-là que nous voulons parler. Parlons de celle-là. Naître dans une famille aisée, unie, bien éduquée, intelligente et fine, ce n'est pas naître dans une famille monoparentale, pauvre et analphabète. Bien entendu, l'idéal serait que de telles familles n'existent pas. Mais elles existent, et il convient donc de faire en sorte que les enfants qui en sont issus ne partent pas dans la vie avec un handicap, le handicap de leur naissance. Il convient de faire en sorte de rétablir une certaine égalité entre tous les enfants pour leur donner la même chance dans la vie. Et c'est à cette magnifique tâche que l'école peut participer si elle veut bien cesser de n'être que l'école de l'instruction pour devenir également l'école de l'éducation. Une école où avec les élèves, il n'y aurait pas seulement les professeurs, mais également des psychologues capables de comprendre pourquoi ni l'instituteur dans sa classe, ni le prêtre au catéchisme ne pourront tirer un seul mot de ce négrillon somnolent, malgré leur manière si énergique à tous deux de tambouriner son crâne tondu. Voilà ce qu'observe Aimé Césaire. Mais un psychologue aurait su, lui, tirer autre chose de ce petit vaurien, qu'une faim qui ne sait plus grimper aux agrès de sa voix, qu'une faim lourde et veule, ensevelie au plus profond de la faim de ce monde famélique. Fin citation. C'est vrai qu'on travaille moins bien à l'école quand on ne mange pas à sa faim. Aimé Césaire a parfaitement fait là la liaison entre la vie dans la famille et la vie dans l'école. À l'insécurité qui pourrait véritablement s'installer dans nos régions, des solutions doivent être trouvées. Et nous semble-t-il davantage dans la prévention que dans la répression, davantage dans les écoles que dans les prisons. Exigeons du gouvernement qu'il fasse une école capable de faire face aux réalités de nos sociétés telles qu'elles sont aujourd'hui. Faisons faire un pas de plus à l'école de Jules Ferry. La société en a besoin. Dans notre sujet santé ce soir, il est question de dispositifs médicaux. Les Français ont dépensé quelques 13 milliards d'euros en produits et prestations de santé divers. La liste est longue. Prothèses auditives, de hanches, fauteuils roulants, appareils respiratoires, pansements spécifiques, semelles orthopédiques, lits médicaux, implants, bandelettes de glycémie, lunettes, lentilles, pour ne citer que cela. Mais selon les nouveaux résultats de l'Observatoire des restes à charge en santé axés sur les dispositifs médicaux,
L'assurance maladie n'en a remboursé que 5,7 milliards, ce qui fait un reste à charge pour les patients ou les complémentaires santé de 7,3 milliards. Il existe de fortes inégalités selon les produits. Ainsi, par exemple, les appareils dédiés au traitement des apnées du sommeil sont pris en charge à 74% par l'assurance maladie, alors que les audioprothèses ne le sont qu'à hauteur de 9% pour les plus de 20 ans. Autre exemple, les fauteuils manuels sont bien mieux remboursés que les versions électriques ou les verticaliseurs. Ainsi, en plus de leur handicap, les patients doivent débourser des sommes parfois considérables. Sans complémentaire, une paire de prothèses auditives revient au patient plus de 2 800 €. Un fauteuil électrique à plus de 1 800 €, voire 6 000 € dans 10% des cas. Enfin, la pratique des prix est très aléatoire avec des produits pouvant varier du simple au double, voire quadruplé selon les revendeurs. Le collectif interassociatif appelle à une meilleure prise en charge et à un lissage des prix de sorte que les patients n'aient pas à supporter une double peine, financière d'abord, en plus de leur handicap. C'est la fin de ce journal, je vous remercie de l'avoir suivi, je remercie tous ceux qui y ont participé, Jordan Adélaïde, Jean-Michel Césaire, Jenny Georges, Alain Jean-Paul, Daniel Diaz, Getty Galva, Sarah Verne, Hugues Blandy, Marie-Josée Joseph et Roland Laouché. Cette édition est diffusée à 18h30, 20h, 22h et demain à 6h25. Elle est également disponible en multidiffusion sur Canal Antilles sur les réseaux Free, Orange, Numéricable et Bouygues en France. Vous pouvez bien entendu revoir cette édition sur kmttélévision.fr. Je vous souhaite une excellente soirée, un très bon week-end et que Dieu garde la Martinique.